Salut Arnaud, Salut Gaël, ça va? je te remercie de faire ça. Alors tu sais quoi, une question me taraude l'esprit comme ça. T'es lié à Compressport ou t'étais lié à une Ça autre fait organisation? très 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 longtemps que je suis avec le sport depuis le quasi tout début 2000. Moi, mon premier contact, c'est 2009. Qu'est-ce qui se passe en 2009? Tu fais ta thèse? En fait, non, en 2009, je suis encore plus jeune que ça. Je fais mon master et je contacte différentes marques de compression parce que mon master porte en partie sur la récupération, sur la compression élastique et je contacte différentes marques, notamment Compressport. C'est les premiers contacts. Ils m'envoient des manchons, je les teste, on publie et après, je m'oriente vers une thèse et on continue voilà, dans la même voie. Et de fil en aiguille, on vient travailler officiellement ensemble en 2012. C'était le Master 1 ou le Master 2? Au départ, c'est le Master 1. Ah oui, Donc, tu dès le vois, Master 1, voilà, t'étais... ok, et c'est pourquoi ça. t'étais intéressé comme ça par la compression? Toi-même, t'étais pratiquant et tu faisais de Alors, la compression? non, je t'avoue que c'est un peu le hasard au départ, hein. En fait, moi, j'étais en master. Je travaillais du coup en lien avec un laboratoire et surtout un directeur de master. Et Ouais. l'une des thématiques du laboratoire, c'était notamment la physiologie et avec un versant très vasculaire. Ok. Très vasculaire. Et du coup, la compression élastique. L'une des thématiques du laboratoire était également l'immersion, immersion d'eau froide, immersion d'eau chaude. Et en Mm. fait, on s'aperçoit que la compression élastique a énormément de points communs avec l'immersion, puisque Mhm. finalement, l'immersion, c'est quoi? C'est la pression hydrostatique, donc la pression de l'eau, et la compression, bah, c'est la pression du textile. Mm. Donc, il y avait un lien entre les deux, et Ok. voilà, on est venu à travailler là-dessus. D'accord. Et donc tu fais ton M1 là-dessus, t'enchaînes sur ton M2. Exactement. Donc, je fais M1, je fais M2. Et puis, dès mon master, j'avais dans un coin de ma tête l'idée de faire une thèse. Et il s'avère qu'en France, malheureusement, pour faire une thèse, il faut un versant très santé. L'aspect performance pour un doctorat, c'est l'INSEP, c'est des boîtes privées. Mais, Ah. mais sinon, l'État ne finance que des thèses avec un vecteur santé, sport santé, etc. Et Mm. donc, moi, on avait travaillé avec mon directeur de thèse qui s'appelle Nicolas Tordi, une thématique autour du sport santé, l'exercice en tant qu'outil thérapeutique, l'exercice médicament. On sait que c'est bon pour la santé, mais concrètement, qu'est-ce qu'on met en place en termes d'intensité, de durée, etc. En prévention primaire et secondaire, pour quelqu'un qui aurait fait un AVC, par exemple, ou pour éviter l'AVC, avec un indice pronostic de l'état de santé qui s'appelle la compliance artérielle. C'est simple, c'est l'élasticité du vaisseau. Plus Ok. le vaisseau artériel est compliant, ben, plus il est élastique et plus tu es en bonne santé. Et l'idée, c'était de faire varier les stimuli d'exercice et voir la réponse de la compliance artérielle. Et donc ça sur l'aspect santé, et puis enfin sur l'aspect exercice. Et on sait aussi que l'exercice, c'est bien sur du moyen long terme, mais sur du très court terme, dans la phase de récupération qui suit l'effort, potentiellement il y a un risque, parce que la pression artérielle est élevée, il y a une hypovolémie, la fréquence cardiaque est élevée, etc. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on met en place pour faciliter la récupération chez le patient, mais également chez le sportif? Et c'est pour ça qu'il y avait un aspect un petit peu performance aussi là-dedans, Mhm. parce qu'il y avait le sportif. Et du coup, ben, les thématiques du labo, c'était l'immersion en eau chaude, en eau froide, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et du coup, la compression. Et comme on D'accord. avait fait des études sur la compression en amont, ben, Ouais. de fil en aiguille, on a continué à travailler dessus. Mhm. Et moi, j'avais pas véritablement de contact enfin, le seul contact que j'avais chez Compressport, c'était une adresse mail. Je les avais jamais vus, en fait. Mhm. Donc, ils m'envoyaient des produits, des manchons, des full legs, etc. Et je publie. Il s'avère qu'en 2012, juste avant les JO, ils cherchent quelqu'un pour faire office de caution scientifique auprès des partenaires, des fédérations, des sportifs, etc. Ils savent que bah, y a un petit Gugus à Besançon en France qui travaille là-dessus. Qu'en réalité, ils demandent à mon directeur de thèse qui n'est pas dispo. Ça me retombe dessus. Moi, je leur dis oui. Et puis, on officialise un peu le truc parce que moi, je donnais des cours à la fac dans le cadre d'une thèse qui est financée. Moi, j'étais financé par la région de Franche-Comté. Dans Mhm. le cadre d'une thèse, tu peux faire des missions hors que le travail de thèse. Donc, en réalité, je faisais un sixième de mon temps de travail, c'était des cours à la fac Ouais, bien sur mes sûr. 2 premières années de thèse. Et Mhm. du coup, sur la troisième année, on a signé un avenant doctorant conseil. Donc, en gros, tu apportes une expertise scientifique euh, à une boîte. Mais il Mhm. s'avérait que c'était Compressport et on a commencé à travailler là-dessus avant les JO de 2012 à Londres. Et après, en 2013, je soutenais ma thèse.
en réalité en décembre et en novembre, donc un mois avant, parce que mon contrat doctoral s'arrêtait en septembre. Mm. Et comme c'est des années étudiantes, bah, ça se termine en fin d'année. Et bah, il s'avérait que je bossais chez Compressport en réalité en CDI depuis 2013 et officiellement en 2012 avec Stavenant, doctorant conseil. Voilà. Ouais, Les premiers d'accord. contacts, c'est de 2009. Donc D'accord. voilà pour la petite histoire en fait. Donc Et ça, ça ça fait, fait, ça tourne ça fait plus de quasiment 10 15 ans. ans que Ouais. tu travailles avec eux. Et tu continues enfin, tu donnes encore des cours à la fac ou ton truc c'est Ouais, pas alors, encore? ouais, je donne quelques heures, une cinquantaine d'heures par an, je dirais, 40, 50 heures. Ouais, c'est pas Au beaucoup. départ, moi, j'ai un aspect aussi, enfin, je suis aussi entraîneur, préparateur physique. D'accord. Alors, dans le handball pour la préparation physique depuis très longtemps, Ah oui, un j'ai vu. peu, C'est très handball. le hasard a fait ça, mais ça Mm. fait très longtemps que je suis dedans. Puis également, un petit peu en course à pied, triathlon, trail, parce que c'est mon sport. Mm. Donc, j'entraîne une dizaine d'athlètes. Et du coup, ben, à la fac, je donne un peu des cours d'entraînement et puis aussi d'ingénierie, parce que voilà, Compressport, en gros, comment on développe des produits, Mm. des cours sur la compression, des cours sur le développement, conception de produits, etc. Donc voilà, Ouais, mon d'accord. emploi du temps est bien rempli avec toutes ces petites D'accord. activités. Et alors pourquoi Compressport pas plus que ah zut c'est quoi alors ils étaient dans le foot c'est une autre marque française aussi qui était BV Sport en France? ouais et pardon oui BV. Ben, moi, très honnêtement, hein, j'avais contacté BV, j'avais contacté Compress, j'avais dû contacter à l'époque Sigvaris, des marques aussi médicales. Et Voilà, si ça arrive, ça, c'est 2009. Hein. Moi, j'ai contacté tout le monde. J'ai plus la liste, mais il y avait une dizaine ah de oui bien marques, sûr en fait. tout Times Et You Compressport m'a répondu vraiment du tac au tac. Le lendemain, j'avais une réponse. Et ouais. les autres m'ont même pas répondu, en fait. Et voilà pour la petite histoire. On a commencé comme ça. Puis, ben, comme ça fonctionnait, j'ai pas cherché à aller ailleurs, en fait. Donc voilà, et de fil en aiguille, ben, on a bossé ensemble. Ok. Il y a un truc quand même que moi je trouve fascinant dans le rôle que tu tiens, si tu veux, c'est que ta caution scientifique, il y a un peu un, comment dire, elle vient un peu en choc avec le but commercial d'une marque, quoi. Ouais, je pense que je vais te donner deux, trois anecdotes sympas. À mon avis, c'est du croustillant. Moi, si tu veux, pendant 4 ans déjà, je pensais pas un jour bosser chez Compressport. Moi, mon rêve de gamin, c'est d'être préparateur physique. Pour être très honnête avec toi, c'est Mm. d'être préparateur physique, c'est d'être dans l'entraînement. Et pourquoi j'ai fait une thèse? C'était en fait pour gagner du temps et arriver plus tard sur le marché du travail. Parce que dans ce milieu de l'entraînement, quand tu commences à 20 ans et que tu entraînes des champions qui ont 30, 35, ben, tu as une histoire de charisme Ah, bien qui sûr. fait que c'est plus difficile. Mm. Donc, moi, je me suis dit, allez, je vais faire une thèse, je vais me faire un carnet d'adresses, je vais arriver sur le marché du travail le plus tard possible, et puis j'aurai un réseau. Au départ, c'est ça le truc. Mm. Donc, pendant 4 ans où je bosse sur la compression, moi, je suis universitaire. Je ne me dis pas, je vais travailler chez Compressport. Je pense même éventuellement à un moment donné à être enseignant-chercheur, mais je suis vraiment là-dedans. Donc, très honnêtement, on a travaillé vraiment avec une grosse objectivité forcément au départ, puisque voilà, il n'y a pas il y a pas de conflit d'intérêt, je dirais même. Mm. Donc ça, on arrive 2012, 2013. Bon là, il y a le rapprochement avec Compressport et forcément, ça devient officiel. Et ces conflits d'intérêt arrivent à partir de ce moment-là. Je dirais que tout ce qui a été fait avant, il y en a, ils sont quasi inexistants. Et puis en 2013, l'une des études qu'on met en place à ce moment-là, c'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la compression, elle existe depuis très longtemps, c'est avant les années 2000. Mm. Et c'est surtout des marques médicales qui font arriver la compression dans le milieu sportif. Et finalement, ce n'est pas des sportifs, c'est des médecins. C'est des médecins qui n'ont jamais mis un short de leur vie. Et puis, ben, ils appliquent ce qu'ils font dans la médecine, ils l'appliquent au sport. Et qu'est-ce qui se passe avec la compression? On a tous entendu parler, c'est le retour veineux. Mm. C'est la compression, c'est le retour veineux, etc., etc. Mm. Puis, je fais un peu de physiologie quand même, et je me dis, mais ce qu'ils nous racontent, ça n'a pas de sens, puisqu'en fait, la compression, c'est censé améliorer le retour veineux au repos, et effectivement, ça marche. Enfin, c'est l'exemple du tube dentifrice, hein, je me répète beaucoup avec Ah ça, ouais. mais Mm. tu as le tube, tu appuies sur ton tube, la pâte, elle ressort, tu mets des chaussettes, ça appuie, Mm. c'est efficace. Moi, on fait la démo en cours. Je donnais un cours sur un DU de pharmacie il n'y a pas longtemps, donc tu vois, des mecs calés, et on Mm. leur fait la démo, et effectivement, tu as une amélioration de 15-20%, c'est en l'espace de 2-3 secondes, et tu enlèves le manchon, il n'y a plus d'effet. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'en réalité, comment fonctionne le retour veineux? Je te le fais très bref, de façon très vulgarisée. À partir du moment où tu es debout, le sang il va avoir tendance à stagner dans les jambes.
C'est la gravité. Tu prends une bouteille, tiens, je crois que j'ai une bouteille là, Mm. bah, l'eau, elle est en bas. Tout Mm. simplement, si je la mets comme ça, bah, pareil, elle est toujours en bas. C'est Mm. la gravité qui fait ça. Donc, dans le corps humain, les fluides, ils sont en bas, ils sont au niveau des jambes. Heureusement, il y a plusieurs mécanismes qui permettent au sang de remonter vers le cœur. Et il y en a deux qui nous intéressent. Le premier, c'est au niveau du pied, où à chaque fois que le pied vient appuyer le sol, les veines du pied se retrouvent écrasées, le sang remonte en direction du mollet. Puis ensuite, quand le mollet se contracte, il appuie sur les veines, à nouveau à l'image du tube de dentifrice, il appuie, Mm. ça écrase, le sang remonte en direction du cœur. Sauf que du coup, quand tu as des chaussettes et que tu mets tes chaussettes au repos, bah, ça fonctionne puisque tu ne mets pas en jeu ces deux mécanismes-là, ou alors tu ne les mets pas suffisamment en jeu. Et du coup, la gravité est plus importante que les mécanismes. C'est ce qui va se passer dans l'avion, par exemple, ou si tu Ouais. piétines, tu marches toute la journée. Par contre, dès que tu te mets à D'où courir, l'utilité d'avoir des chaussettes, du coup. exactement. Ok. Et là, il y a un vrai sens. Ouais. Par contre, dès que tu te mets à courir, bah, ça n'a plus de sens, puisqu'en fait, tu cours, le mollet, il se contracte suffisamment fort, la fréquence cardiaque augmente, la respiration qui est un jeu dans le retour veineux, bah, elle est élevée. Il y a plus d'effet sur le retour veineux. Mm. Ou très peu. Il peut y en avoir quand tu marches sur de l'ultra, mais en réalité, dès que tu te mets à courir à 10-12 km/h, il n'y a plus d'effet. Moi, c'est la première chose que j'ai dit à Presport, à Sylvain, avec qui je travaille au départ. Écoute, Sylvain, ça n'a pas de sens. Donc, on va le mesurer. Et moi, je l'ai mesuré. On était les premiers à faire cette étude-là. C'est qu'en fait, on a tout simplement mis en place un exercice incrémental. On a demandé à des mecs de marcher à 1 km/h, puis à 2, puis à 3, puis à 4, jusqu'à courir à 7, 8, 9 km/h avec et sans compression. Puis on a regardé ce qui se passait. À 1 km/h, il y a un effet qui est déjà moins important que quand tu es assis et que tu fais rien. À 2 km/h, il y a encore un effet, mais il se réduit encore. Jusqu'à arriver à 4-5, où là, déjà, il commence à plus trop y avoir d'effet. À Mm. 6, il n'y a plus du tout d'effet. Et enfin, à 6, 7, à 6, il y a encore un effet, mais il n'est pas significatif, je veux dire. Et à 7, il n'y a plus du tout d'effet. Les deux courbes, elles sont superposées. Pour moi, quand j'ai dit ça à Sylvain il y a 10 ans en arrière, j'ai dit, écoute, Sylvain, tes chaussettes, OK, ça améliore le retour veineux au repos. Ça peut améliorer sur des efforts de longue durée, type ultra parce que tu marches beaucoup, d'accord. Par contre, dès que tu te mets à courir vite, il n'y a plus d'effet sur le retour veineux. On a fait la même chose à vélo parce que ça nous intéressait. On était aussi dans le triathlon. On a fait la même chose. Ça marchait à 50 watts, 100 watts et à 150 watts, plus d'effet. Ouais. C'était superposé aussi. Donc, Mm. pareil, à vélo, c'est intéressant dans une descente de col. Quand tu pédales plus, à la rigueur, tu te reposes, mais en montée, ça n'a aucun sens. Mm. Donc, il m'a dit, OK, Arnaud, mais du coup, moi, je suis vendeur de chaussettes. Donc, tu me dis ça, OK, tu dis la vérité, mais comment on fait maintenant? Et tu vois, ça, c'est une vraie anecdote. Mm. Et du coup, je lui dis, écoute, le feeling, et en tout cas, ce qui ressort des dernières études là, c'est la compression, elle a un effet sur le retour veineux dans la récup. Là, ça a du sens. Tu portes tes chaussettes, tu améliores le retour veineux, tu apportes plus d'oxygène, le muscle il en a besoin pour récupérer, tu draines, tu élimines les toxines, tu réduis l'inflammation, c'est top en récup. Mais à l'effort, moi, je pense que ça n'a pas de sens sur le retour veineux, ça a du sens sur d'autres éléments. Absolument. Et on a commencé, et j'ai dit à Sylvain, écoute, il faut que tu investisses. Il faut savoir que moi, à ce moment-là, je suis à Besançon, à la fac de médecine, c'est là où il y a mon bureau. Et en fait, avec Compressport, on signe un partenariat. Et Compressport, pour quelques billets, a accès à la plateforme, au laboratoire. Donc, on a 200 mètres carrés de labo et on fait ce qu'on veut parce qu'il n'y a aucune marque, je pense, en France, peut-être Salomon, peut-être Decat, parce que c'est des grosses marques qui ont accès à ces technologies-là, mais il n'y a aucune autre marque qui a autant de techno. Et donc, je lui dis, par contre, au labo, on a des tapis, on a des machines pour mesurer le retour veineux. Donc, moi, je faisais de l'échographie vasculaire, je le faisais comme ça. Et puis, je faisais aussi de ce qu'on appelle de la NIRS pour mesurer l'oxygénation musculaire. Mais je lui dis, il faut que tu investisses dans des capteurs qui mesurent des vibrations, parce que ça on l'a pas au labo. Moi, je m'en étais fait prêter un petit peu pendant mon master et je savais, du coup, j'avais quelques connaissances là-dessus pour d'autres thématiques. Mais je lui dis, écoute, il faut que tu investisses là-dedans. Donc, il met 20 000 euros dans une petite boîte avec des petits accéléromètres. C'est des petits accéléromètres qui te permettent de mesurer des vibrations verticales, antéro-postérieures et horizontales. En gros, tu mesures des accélérations, c'est des accéléromètres. Donc, voilà. Et je lui dis, bah, écoute, maintenant, on va placer ça sur la peau avec sans compression, puis on va voir ce que ça donne. Et effectivement, on teste. Et en fait, à l'époque, il y avait quelques études, c'était le tout début, qui mesurent les vibrations, mais pas de cette façon-là, qui les mesurent en plaçant des marqueurs. Donc, en fait, ils placent des marqueurs sur le muscle et Mm. puis ils filment et ils font une analyse cinématique de marqueurs. Ah oui. Et ils voient effectivement, avec une analyse très précise, que le muscle a tendance à plus bouger sans compression qu'avec.
Mm. Et moi, je lui dis, Ouais, écoute, on c'est va acheter logique des en même actions. temps. Enfin, Ouais, quand c'est logique, ça a un tu m'as effet dit gagnant, en ça fait. sans background scientifique, je me dis oui, bah, je comprends en fait. Exactement. Donc, je lui dis, écoute, on a les accéléromètres, on le mesure, puis on voit déjà ce que ça donne. Donc, on le place. Au début, on n'est pas très bon, je t'avoue, hein. On le fait surtout en marchant parce qu'en courant, on n'arrive pas à faire tenir les trucs. Mm. Puis après, ben, on s'améliore, on utilise de la colle chirurgicale, Mm. on installe nos accéléromètres avec de la colle, etc., etc. Puis il s'avère qu'effectivement, quand tu cours avec de la compression, tu réduis les vibrations. Je te donne un chiffre parce que c'est publié, c'est 30%. Après, ça dépend du gugus. Tu imagines bien que sur un Kenyan, c'est moins de 30% parce qu'il n'a pas de masse musculaire. Et puis sur un bodybuilder, c'est plus de 30% parce qu'il y a du muscle et que ça bouge. Donc, ça dépend du niveau du mec, ça dépend de la vitesse, puis ça dépend. Si tu es en montée, il y a très peu de vibrations. Par contre, dès que tu te mets à courir, l'effort excentrique fait que bah, ça bouge dans tous les sens, sur des sauts aussi. Donc on mesure et il s'avère que c'est Et donc, efficace, et l'ordre de donc tu as 30%. plus de vibrations certainement en trail running où le terrain Exactement, est tout à cassant, c'est fait, jamais le même que tout à sur la fait. route, c'est répété. Ouais. Exactement, exactement, exactement. T'as plus de vibrations en trail, notamment en descente, Voilà. parce que, parce que, parce qu'il y a des chocs, en fait. Les vibrations, c'est le reflet des chocs, tout simplement, hein. Tu tapes le pied au sol, il y a des vibrations qui génèrent, et on a ce qu'on appelle une oscillation musculaire. Et l'oscillation du muscle, c'est le reflet des vibrations générées par l'impact. Mhm. Donc voilà. Et OK, super. Donc on mesure les vibrations, ça s'avère que ça réduit, la compression réduit les vibrations, mais du coup, quel est l'intérêt derrière? Mhm. Et c'est là que ça devient intéressant. Tu aperçois par exemple que porter de la compression sur les efforts de 5-10 km, ça n'a pas de sens. Sur de la piste, sur 800, 1005, il n'y a pas trop d'intérêt. Ça dépend de ton niveau du niveau de l'athlète. J'y viendrai juste après. Mhm. Mais il n'y a pas vraiment de sens. La compression, en fait, elle est là parce que les vibrations, elles sont directement liées à la casse du muscle. Et oui, il y a la Et, fatigue. en fait, essaie de faire du vélo sur des pavés, tout simplement. Tu vas ralentir. Tu iras beaucoup moins vite. Demande au mec à Paris-Roubaix, c'est un enfer, quoi. Enfin, l'enfer du Nord. Mhm. Fais des squats sur une plateforme vibrante. Tu ne mettras pas 100 kilos sur les épaules, c'est pareil. Mhm. Demande aux mecs qui sont sur des marteaux-piqueurs toute la journée, c'est la même chose. Bien sûr, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, la fatigue, elle apparaît plus vite parce que tu casses le muscle. Donc la compression, en fait, si tes muscles ne sont pas prêts, et ben à partir d'une certaine durée, à partir d'un certain volume, on va dire, de vibration, Mhm. tu vas casser le muscle un petit peu plus vite. Mhm. Donc, moi, perso, je m'entraîne tous les jours parce que c'est mon métier. Je ne porte pas de compression sur un 10 km parce que sur un 10 km, ce n'est pas les vibrations qui sont paramètres limitants de ma performance. C'est le cardio, c'est d'autres choses. Mais Ouais, ce n'est pas ces vibrations. Par contre, sur un ultra, l'année dernière, j'ai fait mi-haul, 100 km, ouais. qui est quand même bien cassante sur route. Là, j'ai porté des chaussettes parce que à ce moment-là, cette casse musculaire, elle arriverait peut-être un petit peu avant que si tu n'en as pas. Donc là, il y a un vrai intérêt. Et du coup, si tu réduis la vibration, tu limites, tu repousses cette casse musculaire, Ouais. potentiellement, tu as moins d'inflammation et moins de courbatures le lendemain. Et je te donne un exemple. Comme je Mais disais, moi, au moment T, parce que les inflammations et les courbatures, enfin, les inflammations, c'est peut-être à l'instant où tu es en course, mais les courbatures, c'est plutôt le c'est lendemain. le lendemain, ouais. Sur les Sur le 100 lendemain. km de Millau, par exemple, donc le fait de limiter les vibrations, ça facilite ta performance. Je ne dirais pas que tu vas, en tout cas, tu vas pas plus vite, mais tu iras peut-être plus longtemps. Oui, Tu c'est vois? ça, on est C'est d'accord. ça, tu vas plus longtemps. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu casses les ponts d'actine-myosine. C'est ça qui fait les Tu casses courbatures. quoi? Tu casses quoi? Les petits ponts d'actine-myosine, en fait. C'est Tu quoi? sais, en gros, c'est les fibres musculaires, elles sont reliées. Et en gros, ça s'appelle des ponts. Et ces ponts, tu les casses. Donc, ça casse la fibre, tout simplement, pour faire de façon Ouais. vulgarisée. Tu casses cette fibre. Et donc, comme tu as la compression, bah, tu maintiens le muscle, tu casses moins la fibre. Tu vois, c'est parce que en gros, tu apportes une gaine, tu apportes un effet gainant. Tu sais, c'est la ceinture que tu mets en squat Oui, oui, d'accord. pour être maintenu, quoi. Et donc, potentiellement, tu vas repousser cette casse musculaire. Et le bénéfice à moins casser de fibres musculaires, c'est quoi alors? C'est moins de fatigue, Alors, douleur, c'est potentiellement pendant l'effort, effectivement, moins de douleur. Tu sais, à un moment donné, moi, pour le coup, j'avais de la compression sur les mollets, par exemple, à mi pas sur les cuisses. Très honnêtement, les mollets, j'ai aucun problème. Je vais te dire quoi? J'ai crampé sur la ligne d'arrivée parce que, comme un con, j'ai sprinté pour gagner une place, alors que j'étais 80e. Enfin, le truc à la con, tu sais. Par contre, sur les cuisses, j'ai commencé à avoir de la casse, justement, et avoir d'effet de contracture assez rapidement autour du 60-70e.
Alors pourquoi j'en ai pas porté sur les cuisses? Parce que ce jour-là, il faisait 40 degrés. Puis à un moment donné, ben voilà, c'est le compromis entre les deux. C'est Ouais. soit tu t'habilles, enfin tu mets la compression, forcément ça tient chaud, et tu Mm. essaies de trouver le bon compromis. Donc je m'étais dit, bah non. Et j'avais vraiment cette sensation de contracture sur les cuisses Bien et, sûr. cet effet dur, de jambes dures en fait, Ah, ouais, ouais. surtout les jours post-effort. Et là, il y a une étude qui est intéressante, c'est une étude portugaise en 2011, étude de Boras. En fait, il demande à des mecs de courir en descente à 15 km/h pendant 40 minutes à 10%. Donc ça casse quand même. Des mecs, attends, je précise, des mecs pas trop entraînés, ça a une importance. Et ils mettent la compression que sur une seule des deux cuisses, sur l'autre cuisse, tu n'as rien. Mm. Et ils mesurent les vibrations donc, grâce à la vidéo, ce que je disais tout à l'heure. Ils voient qu'avec la compression, il y a moins de vibrations. Et puis surtout, ils font une biopsie. Donc, ils prélèvent un morceau de muscle et puis ils l'analysent et ils mesurent des marqueurs de dommages musculaires et des marqueurs de l'inflammation. Et il s'avère que ces marqueurs-là sont plus faibles sur la cuisse qui porte pas, plus faibles sur la cuisse qui porte de la compression versus l'autre. Il y a 30-40% d'écart. Et ils en déduisent derrière bah, qu'il y a moins de courbatures, etc. Mhm. Ça a une importance, l'effet entraînement, parce que si je prends un mec qui n'est pas entraîné, forcément, son muscle, il n'est pas prêt, il va avoir des courbatures derrière, donc il va avoir des marqueurs de dommages, de casse, d'inflammation. La compression aura un rôle. Si toi, tu t'entraînes tous les jours là-dessus, je prends l'exemple d'un ultra-trailer qui s'entraînerait, enfin, prends un Mm. mec qui s'entraîne 150 bornes, 200 bornes semaine, 8 à 10 000 de D+, ce mec-là, c'est pas de courir à 15 km/h pendant 40 minutes en descente, qui aura de la casse. Donc ce mec-là est pour de la compression, il n'y a aucun intérêt. Tu vois, parce que ses muscles, ils sont prêts Il n'y a et il n'a aucun pas de intérêt. courbature le lendemain. Alors, il n'a pas d'intérêt sur cet élément-là, en tout cas. Il aura d'intérêt sur d'autres choses. Je vais y venir juste Ouais, après. Mais ouais. là-dessus, il n'y a pas d'intérêt pour lui parce qu'il est déjà prêt, ses muscles, ils sont prêts. Peut-être qu'il faudrait qu'il court, je dis n'importe quoi. Peut-être qu'il faudrait qu'il court pendant 5 heures en descente. Et là, il y a un intérêt peut-être. Mais pendant 40 minutes, sur la casse, il n'y a pas d'intérêt sur la casse. Tu vois? Mm. 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 Pour moi, ça, c'est le premier élément qui découle des vibrations. Et le deuxième élément qui en découle, ça, c'est une étude qu'on a menée en 2000, alors qu'on a publiée entre 2014 et 2016. Enfin non, excuse-moi, qui a été publiée en 2014 et qui a été présentée dans la foulée au Congrès international du CIO, donc Comité international olympique. On avait fait une étude sur 1200 sportifs, donc c'est assez conséquent. Et au mec, on s'était dit, ben voilà, il y a les vibrations, ok, tu réduis les vibrations, donc potentiellement, tu peux réduire le risque de blessure. Tu vois, il y a un lien, puisque on sait que les périostites, c'est lié à un aspect vibratoire. Je suis préparateur physique à mes joueuses, notamment dans le hand, tu vois, elles s'entraînent en salle toute l'année. Quand je reprends au mois de juillet, je leur dis, ben, allez courir sur des sols mous, allez courir dans l'herbe, ne courez pas sur du bitume, sinon vous aurez les périostites. Je me rappelle très bien, moi, j'étais à la fac, je me suis retrouvé en option athlée alors que j'avais jamais fait de saut, ils m'ont fait sauter triple saut, soit en hauteur, soit en longueur. Je me suis retrouvé avec des périostites parce qu'il y a tellement de vibrations à chaque appui, c'est flingué. Et donc, je me dis, ben, peut-être que si tu réduis les vibrations, potentiellement, tu réduis ce risque de blessure. Les tendinites, c'est pareil parce qu'il y a une théorie vibratoire autour de la tendinite. Si tu maintiens le muscle mieux, correctement, les tendons sont moins sollicités, donc moins de risque de tendinite. Donc, je dis, tiens, on va faire un truc. Mm. Donc, on intègre 1200 sportifs. On fait deux groupes, un groupe qui porte la compression, un groupe qui ne porte pas. Et dans le groupe porteur de compression, on fait trois sous-groupes. Ceux qui portent toujours, ceux qui portent parfois, puis ceux qui portent vraiment quelquefois. En gros, 30, 60%, 90% du temps. Puis bah, ceux qui portent jamais. Et puis on regarde les blessures là-dedans, dans les groupes. Et il s'avère que ça devient significatif. Dans le groupe qui porte toujours la compression, tu as 29% de blessures en moins que sur le groupe qui ne porte jamais. Et puis dans les groupes qui portent parfois et souvent là au milieu, bah, tu as, un graphique en escalier en fait. C'est que tu as un effet dose-réponse. Plus tu portes, moins tu as tendance à te blesser. Mm. Et là, c'est intéressant parce que c'est ce que je viens de dire tout de suite. Tu me disais, tiens, le pro là, qui court pendant 5 heures en descente ou pendant 40 minutes à 15 km/h, sur l'aspect dommage musculaire, il n'y aura pas de risque. Par contre, sur l'aspect blessure, parce qu'il suffit qu'il ait une petite faiblesse, la compression, elle peut être utile pour lui à ce moment-là. Tu vois, sur l'aspect blessure. J'ai plein de questions par rapport à ce que tu dis parce que c'est passionnant, hein. Je te laisse parler parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment super intéressant. Mais il y a, moi, la compression, je suis ça depuis bah, son lancement, hein. Voilà. BV, c'est une marque qui existe depuis super longtemps. Les autres aussi, Sigvise, toi, j'avais Bien même sûr, ouais, même tout à oublié que fait. ça existait. Et il y a un truc que j'ai noté, moi, quand même, c'est qu'il y a eu une espèce de mode de la compression que moi-même j'ai traversé à la fois en tant que triathlète et coureur d'ultra, sur l'UTMB notamment.
Et j'ai l'impression que c'est un peu retombé, quoi. Je me Ouais, souviens d'une époque où des mecs comme Kylian Jornet portaient de la compression. Alors, c'était de la compression made in Salomon, mais c'était de la compression. Et pourtant, d'après ce que tu as l'air de dire, autant parmi les pros que parmi les amateurs, sur une distance de 100 miles, la Western State, c'est plus rapide que l'UTMB, mais c'est quand même un parcours enfin, c'est carrément. pas tout plat. Si je comprends bien, quand même, tout le monde aurait quand même un peu intérêt à mettre de la compression. Et pourtant, je prends le pari avec toi que la plupart des coureurs, hommes et femmes, ne porteront pas de compression. Et j'ai l'impression que c'est un peu passé de mode et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Parce que j'ai l'impression que Alors, grâce à des mecs comme toi, non, c'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque que tu dis là. Et effectivement, alors pour te donner une idée, on a fait. Alors, je vais essayer de répondre un petit peu dans l'ordre. Nous, on avait mis en place une étude à la con aussi. Tu vas me dire, là, c'est un truc con, hein. À hum, l'époque, je fais juste un mini aparté, mais parce que ça a du sens avec ce que tu dis. vas-y. En fait, on s'était dit, je reviens sur mes blessures là. La compression, elle réduit les blessures, elle limite la casse. Donc on se dit quoi? On se dit que potentiellement les gens qui finissent un UTMB, ils portent plus la compression que ceux qui abandonnent prématurément. Tu vois le truc? En se disant, tu peux pas évaluer l'effet sur la performance. Par contre, tu dis, bah tiens, peut-être que ceux qui terminent, ils en ont un peu plus. Donc on a fait un truc con à l'époque, sur les éditions 2014, 2015, 2016 et 2013 de l'UTMB, on a Ouais. compté, on a repris tous les numéros de dossard un par un. C'est 10 008 dossards. Hum, Et on les a tous tapés sur le site Mindru Photo, qui était le site partenaire photo à l'époque. Puis on ouais. a regardé si les mecs portaient des chaussettes de compression. Hum. Donc, juste pour répondre à ta question-là, 50% en moyenne, alors je crois que c'est même 54% des mecs à l'époque portent de la compression. On se dit que c'est de la compression quand ils ont des chaussettes qui vont Ouais. jusqu'au genou, Ouais. c'est pas des chaussettes Ouais. de foot. On Hum. se dit que 54% des mecs portent de la compression En quelle année? à cette période-là, de 2013 à 2016. C'est énorme. Je Hum. parle même pas des cuisses, je parle que des mollets, parce que les cuisses, on ne sait pas si c'est de la Ouais, bien compression ou sûr. si c'est ça. Hum, hum. C'est 54%. Sur Et les c'est finissants. marrant, hein, pour le petit aparté, ceux qui terminent pour la compression à hauteur de 54%, ceux qui abandonnent prématurément, c'est 46%. Donc il y a un delta qui est significatif, c'est 800 mecs finalement sur 10 000 au total. 46 à 54, oui, c'est Ouais, pas énorme non plus, quoi. C'est pas. ouais, c'est 800 mecs sur 10 000. Attention, hein, en aucun cas ça veut dire que la compression elle te permet de finir, c'était juste du descriptif. Tu vois, c'est un constat, quoi. C'était Ouais. marrant. Donc, voilà, c'est un constat. Euh, Donc voilà. Mais voilà, c'est 50% des mecs. Et effectivement, nous, si tu veux, notre rôle en tant que marque, c'est évident toujours d'appuyer. À un moment donné, c'est que si tu fais plus de pub ou si t'en vois plus, ben, les gens, ils en portent plus. Et souvent, c'est les pros. Enfin, tu vois, moi, tout ce que je vais te raconter là aujourd'hui, je pense que si tu interroges même des mecs qui s'entraînent beaucoup, je pense qu'ils savent peut-être 15 ou 20% de ce qu'on dit, de ce que je dis là. Et je pense on est mauvais dans la communication et on doit s'améliorer pour éduquer le consommateur, je pense. Mais tu es Et pour d'accord revenir, avec le fait, excuse-moi, tu es ouais, d'accord avec le fait qu'à un moment donné, ça marchait du tonnerre de Dieu, tout le monde mettait de la c'est compression. ça, justement, j'y viens là, c'est ma dernière partie, j'ai fait un plan de façon décousue. Ouais, excuse-moi. C'est qu'on est arrivé, voilà, Compressport est arrivé en 2009. Je pense que déjà, tu mets un coup de pied dans la fourmilière parce que tu arrives avec des produits fun. Jusqu'à présent, c'est Exactement. pas fun. Ça, c'est vrai. Effectivement, tu as BV, tu as des marques de contention, mais c'est pas fun, Ils sont c'est pas pas fun. beau, c'est laid. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Voilà. très juste. Donc, Compressport avec des couleurs, arrive avec des couleurs, tu les vois partout, c'est nouveau, les Ouais, mecs portent. ouais. Tu arrives à un sommet, je dirais 2016-2017 là, parce qu'à ce moment-là, ben, justement, tu vois, on arrive, on parle de vibration, je pense que les gens comprennent, c'est assez facile à comprendre. Mm. Et là, c'est top, ça fonctionne très bien. Puis derrière, comme tu l'as dit, il y a un effet de mode qui diminue vraiment, surtout principalement à l'effort, plus qu'en récup. Parce que tu vois, moi, comme je dis, Oui, d'accord. j'entraîne, Je viens de croire. et en récup, tu vois, j'entraînais les équipes de France, par exemple, de hand U16, U18. Enfin, j'intervenais là-dessus. Je suis sur des pôles espoir aussi. Et les gamins, et tu vois, c'est aussi le rôle des médicaux, parce que moi, je leur parle même pas de Compressport. Ils savent même pas que je bosse pour Compressport, ces gens-là. Mm. J'essaie de faire attention, tu vois, de pas tout mélanger. Et, il s'avère que 80% des gamins, ils ont leur paire de chaussettes dans la valise. Soit de compression élastique de marque sportive, soit de la contention médicale qui vient de la pharmacie, parce qu'en soi, Ouais. sur de la Ouais, mais tes récup, ça a un gamins, ils sont en intérêt. club. Tu vois. Tes gamins, c'est quoi comme profil? C'est des gamins qui sont en club, qui font. Ouais, c'est des gamins en club. C'est Voilà. des gamins en club. Mais en récup, je pense que les gens, voilà, ils comprennent. Par contre, effectivement, à l'effort, comme tu dis, il y a un déclin sur cette période de 2017, 2018, 2019 jusqu'à peut-être 2022.
Et puis, nous, on s'est posé la question il y a 3-4 ans, tu vois, on s'est dit, OK, il y a un déclin. Maintenant, comment on fait pour relancer le truc, quoi, tu vois? Ouais, Et ouais. on s'est dit, on va le relancer grâce à l'aspect scientifique. Parce que, tu vois, Compressport, c'est True Story, True Product, ou l'inverse. Et on se dit, on va le relancer grâce à l'aspect C'est scientifique. Et trop donc, quoi? J'ai pas compris ce que tu as dit. True Story, tu vois, l'histoire True vraie et Story. le produit Ouais, vrai, oui. quoi, tu vois. Ouais, Excuse-moi, ouais, mon anglais est très, très, très mauvais. Mais voilà. Et donc, on se dit, on va le relancer comme ça. ouais. Hmm. Et donc, à un moment donné, nous, on a parlé de vibration et en fait, tout le monde nous a copié. Tu vois, tout le monde nous a copié parce que on était le premier à parler de vibration. Si tu regardes maintenant, toutes les marques parlent de vibration alors qu'elles l'ont peut-être pas testé, pas étudié, mais tout le monde en fait. Et nous, on se dit, OK, du coup, en trail, par exemple, quelle peut être la compression de demain en trail? Quelle peut être la compression de demain en course à pied et en triathlon? Parce que c'est nos trois sports, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, on fait une revue de littérature et puis on lance une vraie campagne scientifique autour de ça. Et je vais donner un peu dans le désordre. Et je Hmm. vais donner Il des reste vraies 5 preuves minutes, derrière hein. la pluie, Il des nous trucs reste 5 chiffrés. minutes, hein. 5 Yes, minutes. tu m'arrêtes. Donc là, par exemple, je commence par le triathlon. En fait, il s'avère qu'en triathlon, mais ça fait 10 ans nous qu'on en parle, c'est que la compression elle a un vrai effet sur l'aérodynamisme. Hmm. En fait, avec la compression, tu pénètres mieux dans l'air. C'est facile à comprendre. Sûr. C'est comme les combinaisons de natation, en fait. Tu pénètres mieux dans l'air. En gros, ce qui se passe, c'est que quand tu roules, tu prends le vent de trois quarts ou de Ouais, donc, face, on il se parle crée de des vélo, hein, on est bien d'accord. microturbulences qui se retrouvent à l'arrière, ça t'aspire en arrière. Le fait de porter la compression avec des textures, enfin avec des formes un peu texturées, tu crées artificiellement les microturbulences à l'avant, il y a un décrochage et tu n'es plus aspiré en arrière. Et là, tu as un effet, tu as un gain de l'ordre de 10 à 15 watts. 10 à 15 watts, c'est une seconde au kilomètre. Sur un Ironman, c'est 3 minutes. Ça, on le teste en soufflerie, nous. Et c'est contre-testé parce que on le teste. Nos athlètes pro, t'imagines bien qu'ils le contre-testent de leur côté. Sam Ledlow, il va le tester de son côté. Et les autres aussi, parce C'est qu'ils veulent ça qui voir. me fait halluciner, si tu veux. C'est que quand tu regardes le championnat du monde à Nice et que Sam, il perd, il se fait. Je sais pas si tu as Il regardé perd le. 15, 20, 30 secondes. Et Il derrière, se fait il doubler gagne au 3 parc à minutes. vélo. Il se Ouais. fait doubler au parc à vélo. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ça? Eh ben ouais, ben il met ses chaussettes Et il de. gagne 3 minutes derrière. Et l'année d'avant, Et parce que après, il emballe. c'est ça. Et l'année d'avant, on communique moins sur l'année à Hawaï où il ne gagne pas, mais il explose le record du monde sur la partie vélo. Il le gagne de 3 minutes. Et c'est le début du lancement de nos manchons Il a qui des permettent manches. de gagner 3 minutes. Tu vois. Et là, je crois que c'était sur les championnats du monde 73 l'année dernière. Prends les 30 premiers, tu en as 25 qui portent des manchons de compression. Ah, C'est d'accord. devenu à la mode à fond en triathlon pour Ok. l'aspect aéro principalement. Et nous, notre compression de triathlon, c'est full aéro. Alors, il y a une petite partie compression, mais c'est très light, mais c'est surtout full aéro. Et tu as un gain qui est juste monstrueux. Tu vois, les mecs maintenant, oui, ils perdent du temps. Ben, ça Ils va perdent du temps à la revenir alors. transition parce que derrière, Ça ils gagnent va. du temps. D'accord. Donc la compression, elle a fait comme ça. Et maintenant, elle va faire Ouais, comme en triathlon, elle va revenir. Et là, on on le va voit mettre sur les les mêmes vélos, ailleurs. et j'en doute Parce que pas. les triathlètes, ils sont toujours très précurseurs. Euh, Exactement. tu sais, il y a un truc, ça n'a rien à voir avec la compression, mais un truc que moi j'ai découvert il y a un an à peu près, tu sais, c'est cette espèce de bandeau Ouais, euh, ouais, tout à fait. J'ai travaillé carré que dessus. les triathlètes y Ouais, mettent. ouais, J'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait, mais apparemment, ils sont tous fans. Quand il fait chaud, ils mettent ce truc-là. Bon, les exactement. triathlètes, ils sont toujours. Le fait que tu aies de plus en plus de triathlètes qui remettent la compression, je pense que ça va vous booster pas mal. Parce qu'il y a aussi des passages entre les mecs qui font du triathlon, les mecs qui font du trail, les mecs qui font du marathon pur. Oui, voilà, c'est. Mais alors, c'est quoi ce truc? Je fais de la pub. Je sais même plus le. Bon, la technologie, c'est de la biocéramique, hein. Ouais. C'est des petits Non, cristaux mais de je ne pas sur biocéramique que tu Google, intègres mais. dans le champ. Ouais, donc, tu mets ça, toi. Je l'ai mis sur Mio. Ah, Je l'ai d'accord. mis sur Mio, il faisait 40 degrés, c'était un enfer. Je l'ai mis à Mio, on se demande. Les mecs, ils croyaient que j'étais Rambo, mais pourtant, j'ai pas la carrure de Rambo. Alors, il nous reste juste C'est deux pas beau minutes. avec. 2 minutes. Honnêtement, on pourrait se refaire un autre talk, hein. Mais alors, j'ai une autre question qui est à la base pourquoi on se parle aujourd'hui. Moi, quand tu cherches un peu les articles de vulgarisation sur la compression, et le dernier en date, c'est un article dans Outside, le magazine américain, que j'avais Ouais. forwardé à Valérie, et je crois que même qu'elle te l'avait forwardé. Tu as l'impression que les journalistes, ils ont un peu baissé les bras parce qu'ils se disent, mais c'est trop compliqué. Il y a des, il y a des, il y a des, il y a des
comment dire, des articles scientifiques qui sortent, mais on ne sait pas trop. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, on ne comprend pas pourquoi, comment. D'accord. Est-ce que c'est très super spécifique sur un truc, mais du coup ça veut dire que tu ne peux pas ouvrir en disant que ça fonctionne à tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même assez compliqué quand même, non? Moi, je vais te le dire, je vais essayer de te le résumer en 1 minute. Ouais. Pour moi, la compression, elle a un rôle sur sur le retour veineux et sur tous les paramètres qui en découlent en récup. Elle n'a aucun intérêt sur le retour veineux à l'effort, sauf sur des allures faibles. Donc, si tu mesures la fréquence cardiaque, la VO2, VO2 max, lactate, tout ce que tu veux à l'effort, qui sont liés avec le retour veineux, il n'y a pas d'effet. Donc, toutes les études, elles vont te dire, bah oui. Et du coup, elles concluent en disant, il n'y a pas d'effet de la compression. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet sur d'autres choses. Bien sûr. Et la compression, comme je te l'ai dit là, elle a intérêt sur les vibrations, sur la casse. Ça dépend de l'athlète. Si tu prends des mecs très entraînés avec une distance trop courte, il n'y aura pas d'effet pour eux. Et à l'inverse, chez un mec un peu lambda, il pourrait y avoir un vrai effet, par exemple. Bon, on va être coupé, moi, Arnaud. Écoute, c'était super. Hein. Merci, Arnaud. On pourrait en parler pendant des heures. Je publie ça et éventuellement, on se refait un talk d'ici un mois ou deux, si t'es OK. Avec grand plaisir. Merci, Arnaud. Ciao, à plus. Bye bye. Ciao, bye bye.